Le juge a déclaré « il est trop jeune ». Puis il a cité la jurisprudence de 1982, quand André Holloway, 12 ans, entra dans la salle d'audience bondée. Le silence le suivit comme une ombre. Chacun de ses pas résonnait sur le sol de marbre, le bruit sourd et creux de ses baskets trahissant le poids d'un fardeau bien trop lourd pour sa carrure. Il ne broncha pas. Il ne regarda pas les caméras qui clignotaient comme des éclairs derrière le portique de sécurité en laiton poli. Il ne jeta pas un coup d'œil aux rangées de politiciens aux cheveux blancs, aux visages soigneusement indéchiffrables, ni aux hommes endurcis en uniforme de la marine assis au premier rang, la posture rigide, les mains jointes, les yeux plissés sous les bords de leurs casquettes décorées. Il marchait le menton levé, ses petites mains légèrement serrées le long du corps, le regard fixé sur le banc surélevé où siégeait le juge Raymond Delmar. Son visage était lisse, jeune, sans cicatrice, mais ses yeux exprimaient quelque chose de bien plus ancien que 12 ans, quelque chose de brisé, quelque chose qui avait trop vu se défaire en trop peu de temps. Il n'y avait plus d'innocence dans ses yeux, seulement le savoir, que le souvenir. 3 semaines plus tôt, André avait été retrouvé dans une ruelle sombre, derrière un tribunal fédéral de Washington, D.C., les genoux écorchés, les lèvres gercées par la soif, les bras serrés autour d'un carnet usé à la reliure de cuir. Il n'avait pas parlé à l'approche des policiers. Il n'avait pas résisté lorsqu'ils l'avaient interpellé. Il n'avait même pas cligné des yeux lorsqu'ils avaient tenté de l'interroger. La plupart pensaient qu'il s'agissait d'un simple fugueur, une statistique de plus engloutie par la froide machinerie de la ville. Ce n'est que lorsqu'un jeune policier, fraîchement sorti de formation et encore assez naïf pour être curieux, avait ouvert le carnet et découvert le nom inscrit sur la couverture intérieure que tout avait changé. Aaron Holloway, enquêteur en chef des affaires internes, un nom qui avait quasiment disparu de tous les registres. Aaron Holloway avait disparu depuis 6 mois. Avant sa disparition, il avait murmuré des allégations d'un réseau interne de corruption qui infectait le département de police de la base à la tête. Il avait évoqué des dossiers manquants, des lanceurs d'alerte réduits au silence et des preuves, concrètes et accablantes, liant plusieurs hauts responsables des forces de l'ordre et un sénateur américain en exercice à une vaste affaire de dissimulation d'exploitation d'enfants s'étendant sur au moins 3 États. Personne ne l'avait cru. Ou peut-être n'avait-on pas osé le croire. Le lendemain de son témoignage, devant un tribunal interne à huis clos, il avait disparu sans laisser de traces. Sa voiture avait été retrouvée garée devant un motel abandonné près de la frontière avec la Virginie. Son portefeuille et son téléphone étaient sur le siège. Le contact était toujours allumé. L'affaire avait été discrètement classée en 1 semaine. Et maintenant, son fils était là. Dès que les autorités ont confirmé l'identité d'André, le palais de justice fédéral s'est transformé en champ de bataille. La presse s'est ruée comme des vautours. La sécurité a triplé du jour au lendemain. Les juges ont siégé d'urgence à huis clos. Le ministère de la Justice a émis une ordonnance de non-publication, puis l'a levée, puis rétablie. Le bureau du gouverneur a publié une déclaration appelant à prudence, compassion et clarté. Pendant ce temps, en coulisses, les lignes téléphoniques brûlaient à blanc, les noms étaient effacés, les dossiers supprimés, les faveurs demandées et les carrières discrètement enterrées. Il y avait trop d'hommes puissants avec trop à perdre, et le garçon, ce garçon maigre et silencieux, était une menace à laquelle aucun d'eux ne s'était préparé. Alors qu'André montait à la barre, l'atmosphère dans la salle d'audience changea. C'était plus que de la tension, c'était de la peur, déguisée en formalité. Les avocats de la défense se penchaient près de leurs clients, chuchotant à voix basse. Les procureurs feuilletaient des pages qui leur semblaient soudain dénuées de sens. Les caméramans retenaient leur souffle, incertains s'ils filmaient un procès ou l'effondrement d'un gouvernement. Le juge Delmar observait le garçon avec la précision clinique de quelqu'un qui avait vu tous les types de témoins imaginables. Il avait la 60aine, les cheveux grisonnants aux tempes, les mains fermes, même lorsque le marteau tremblait sous la pression. Vétéran du Vietnam, devenu avocat spécialisé dans les droits civiques, puis juge fédéral,
Delmar s'était bâti une réputation fondée sur des principes et s'était fait de puissants ennemis grâce à cela. Ses yeux ne s'adoucissaient pas lorsqu'il parlait, mais il n'y avait pas non plus de cruauté en eux, seulement de la clarté. Il demanda au garçon de décliner son nom pour le procès-verbal. La voix d'André était douce, mais immobile. Il le dit clairement. André Holloway. La salle se pencha. Les sténographes accélérèrent le rythme. Ce que les caméras ne pouvaient saisir, ce que les gros titres ne pouvaient prédire, c'était qu'André ne comprenait pas pleinement la tempête dans laquelle il s'engageait. Il savait que son père l'avait prévenu. Il se souvenait des conversations nocturnes précipitées, des instructions codées, des mains tremblantes qui lui avaient serré les épaules, tandis qu'Aaron lui disait que la vérité n'était pas toujours sûre, mais qu'elle était toujours nécessaire. Mais il n'en connaissait pas toute la portée. Pas encore. La vérité se trouvait dans une clé USB, à peine de la taille d'un ongle, cousue dans la couture intérieure de son manteau rouge. Elle était là depuis des semaines, près de son cœur, même s'il ne la découvrit qu'après avoir passé 2 nuits froides sous la pluie derrière le palais de justice, serrant contre lui la dernière chose que son père avait jamais touchée. À l'intérieur de ce disque dur se trouvaient des enregistrements vocaux, des réunions nocturnes entre Aaron et des informateurs confidentiels, des enregistrements de scanners de police, des notes confidentielles, des images de surveillance de transactions secrètes et des témoignages signés d'agents qui avaient depuis pris leur retraite ou muté dans des circonstances suspectes. Chaque dossier remontait à un groupe d'hommes qui se faisait appeler le Conseil, une alliance officieuse composée de juges corrompus, de capitaines de police décorés et de 2 sénateurs d'État qui avaient usé de leur pouvoir pour effacer des affaires, réaffecter des enquêteurs et faire disparaître des victimes. André ne savait pas tout, mais il en savait assez. Il ouvrit le carnet et feuilleta les pages de l'écriture serrée de son père. Des cartes, des noms, des listes de dates, des références énigmatiques à des réunions sur les quais et dans des bâtiments abandonnés. Une ligne avait été entourée 2 fois à l'encre rouge. « S'il me trouve, apportez ceci à Jill. » Il se souvenait du nom. Il se souvenait de la voix de son père, désespéré et las. « S'il m'arrive quelque chose, Dreux, n'allez pas voir la police. N'allez voir personne en uniforme. Allez voir James Giles. C'est le seul en qui j'ai confiance. » La salle d'audience réagit avant qu'André ait pu terminer sa phrase. À l'instant où il mentionna Giles, une inspiration brusque transperça la foule comme un couteau. Tout le monde connaissait ce nom. James Giles était l'avocat de la défense que personne ne voulait voir de l'autre côté de la salle. Brillant, acharné et détesté par presque tous les fonctionnaires ayant accepté un pot de vin, Gilles avait bâti sa carrière sur la destruction d'institutions que l'on croyait intouchables. Il ne courait pas après l'argent, il courait après la pourriture. Gilles se tenait maintenant au fond de la salle d'audience, les bras croisés, une expression impassible forgée par des années à regarder l'injustice aiguiser ses griffes en silence. Son costume gris sur mesure semblait insensible au chaos environnant. Il ne scia pas lorsqu'André prononça son nom, il ne bougea pas. Mais quelque chose changea dans son regard, un changement subtil, comme un orage qui reconnaît la première goutte de pluie. Le marteau du juge Delmar s'abattit, un écho aigu exigeant le contrôle. Il appela à l'ordre et dit au garçon de continuer. André ouvrit de nouveau son carnet, le feuilletant à une page cornée où son père avait inscrit une série de noms. Pas n'importe lesquels, c'étaient ceux des hommes que son père craignait. Ceux qui avaient effacé des dizaines de témoins, discrédité des policiers honnêtes, mis fin à des enquêtes et réduit au silence des victimes avec de fausses preuves et des accords conclus. Les noms étaient lourds. Ceux d'hommes qui avaient prononcé des discours lors de galas des forces de l'ordre, qui avaient souri sur les couvertures de magazines, qui avaient donné leur nom à des commissariats entiers. Et pourtant, sur ce papier, ils n'étaient que des suspects. La voix d'André trembla légèrement, mais il les lut quand même. L'expression de Delmar ne changea pas. Il écouta. Personne d'autre n'osait parler. Quelque part au dernier rang, un homme en uniforme remua sur son siège,
un autre ajusta sa cravate, la sueur luisant sous la lumière crue. Un sénateur serra les dents. Ces hommes n'étaient pas habitués à être accusés, et encore moins par des enfants. Mais le garçon continua, guidé par l'encre sur le papier et le fantôme de la voix de son père qui lui murmurait du courage. Dehors, les journalistes se pressaient autour des fourgonnettes, incapables d'entrer, mais sentant la gravité de ce qui se déroulait. À l'intérieur, la machine du silence, celle qui avait caché tant de péchés, commença à bégayer. Juste légèrement, mais suffisant. Le juge Delmar regarda à nouveau le garçon et un non-dit passa entre eux. Ni de la sympathie, ni de la pitié. Quelque chose de plus dur, quelque chose de forgé dans le feu. Puis, il tourna son regard vers le fond de la salle, vers Giles, qui se tenait telle une statue en attente. Le marteau frappa à nouveau. Le prochain nom sur la liste des témoins attendrait. Pour l'instant, la salle d'audience appartenait à un garçon qui n'avait plus qu'un carnet, un manteau et la vérité. 2 semaines plus tôt, le ciel s'était agité comme une masse vivante, chargée de ce genre d'orage qui rend les sirènes superflues. La pluie tombait à torrents, fouettant le pare-brise de la berline d'Aaron Holloway, tandis qu'il filait à toute allure devant des entrepôts fermés et des lampadaires vacillants. Ses essuie-glaces peinaient à suivre, le grincement du caoutchouc fendant l'averse. Une main crispée sur le volant, l'autre serrait si fort une petite clé USB métallique que le bord laissait une empreinte rouge dans sa paume. Toutes les 2 ou 3 secondes, son regard se posait sur le rétroviseur. Le SUV noir, 2 voitures derrière, n'avait pas changé de voie depuis des kilomètres. Il n'en avait pas besoin. Aaron savait depuis le début que cela finirait en course-poursuite. La seule question était de savoir quand. Il avait passé 16 ans à démanteler la corruption de l'intérieur. D'abord comme policier de secteur à l'ambition débordante, puis comme inspecteur dont le silence ne s'achetait pas, et enfin, comme enquêteur en chef des affaires internes, un titre qui avait autrefois signifié quelque chose. C'était avant qu'il ne découvre le schéma, avant que les dossiers scellés ne commencent à apparaître déchiquetés et que les lanceurs d'alerte ne disparaissent. C'était un mémo vocal d'à peine 60 secondes, enregistré par un procureur junior terrifié qui avait tout fait exploser. Sa voix tremblait lorsqu'elle nommait des noms. Le chef de la police Randall Kirkman, le juge fédéral Monroe Keller et Elias Wendell, le frère cadet du gouverneur. Elle parlait de centres de réhabilitation pour garçons en difficulté qui n'étaient rien d'autre que des dépôts de stylos destinés au trafic, de paiements en espèces et de faveurs, d'un serveur privé caché dans les archives d'un tribunal de district. Puis sa voix se coupa. Ce mémo était horodaté à 23h38. Elle avait été retrouvée morte dans un motel à 1h27. Une overdose, prétendait-il. Personne ne demandait pourquoi une stagiaire du procureur avait besoin de 4 doses de kétamine. Aaron n'avait pas dormi depuis 3 jours. Son appartement avait été inspecté 2 fois à la recherche d'écoute. Son téléphone sonnait des messages vocaux de numéros bloqués qui n'étaient que parasites ou respiration. Il savait que le temps lui était compté. Chaque dossier qu'il avait compilé, chaque réunion enregistrée, chaque document assigné à comparaître avait été dupliqué 3 fois. Une copie était enfermée dans un coffre-fort dans le New Jersey. Une autre avait été envoyée via un serveur crypté à un journaliste dans l'Oregon. La dernière version, la plus accablante, avec des images vidéo et des courriels internes, était désormais cousue dans la doublure du manteau de son fils. Il se gara sous les poutres rouillées de l'ancienne gare de triage. L'endroit était désert, à l'exception du rôdement occasionnel d'un rat ou du sifflement lointain d'une fuite d'eau. Dès que la voiture s'arrêta, André remua sur le siège passager. Toujours vêtu de son manteau trop grand, il refusait d'abandonner, clignant encore des yeux pour chasser le sommeil. Aaron fouilla dans la poche intérieure, ses doigts s'agitant avec urgence, tandis qu'il ouvrait la fermeture éclair et glissait la clé USB au fond. Ses mains tremblaient, tandis qu'il s'agenouillait près de son fils. Il n'avait pas le temps de tout expliquer, juste assez. Il dit à André que si quelque chose arrivait, il ne devait pas parler à la police, qu'il ne devait faire confiance à personne en uniforme, qu'un homme nommé James Giles
qui avait autrefois fait acquitter un sénateur puis passé 5 ans à le traduire en justice, était la seule personne vers qui il devait se tourner. Puis il embrassa la tête de son fils, lissa le col de son manteau et retourna vers la voiture. André demanda où il allait. Aaron ne répondit pas. Les feux arrière se fondirent dans la pluie. De retour dans la salle d'audience, les néons bourdonnaient comme des frelons. L'air était lourd d'impatience, et pourtant personne n'osait bouger, pas après ce que le garçon venait de dire. Le juge Delmar, son marteau toujours à la main, se pencha en avant. Son regard n'était plus simplement inquisiteur. Il brûlait maintenant d'une lueur plus ancienne, la reconnaissance de vérité enfouie remontant à la surface. Il parle lentement, pesant chaque mot comme s'il en comprenait le poids. Il demanda au garçon, suggérait-il que le système judiciaire lui-même était infiltré par des criminels en robe et en uniforme, que les hommes qui avaient juré de faire respecter la loi étaient ceux-là même qui l'exploitaient. André n'hésita pas. Il hocha la tête, non pas par bravade, non pas avec la suffisance de quelqu'un qui avait répété ses réponses, mais avec la certitude tranquille et résolue d'un enfant qui en avait trop vu et ne pouvait plus prétendre le contraire. Ces mots firent l'effet d'une détonation. Un officier du premier rang se leva d'un bond, ses talons résonnant sur le sol poli. Il s'agissait du capitaine Roy Duval, récipiendaire de la Silver Star, ami du gouverneur, dont le nom figurait dans quelques dossiers signalés par Aaron. Il exigea que le témoignage soit annulé, agitant les bras comme pour forcer le jeune homme à reprendre ses paroles. Il insista sur le fait qu'André était trop jeune, trop naïf, trop instable émotionnellement pour saisir l'ampleur de ses allégations. Des halètements et des murmures parcoururent la galerie, mais le juge Delmar ne broncha pas. Il leva une main, réduisant la salle au silence avec l'aisance d'un homme ayant présidé des centaines d'affaires, dont la plupart n'avaient jamais effleuré la surface de ce qui menaçait maintenant d'émerger. La voix de Delmar descendit dans un registre grave, presque un grognement. Il rappela à tous une affaire de 1982, État contre Carpenter, où un garçon de 9 ans témoignait contre un maire en exercice qui avait fait sortir des enfants d'orphelinat. On avait cru ce garçon. Le maire avait été condamné à la prison à vie. Le précédent était réel, et il était inscrit dans les livres de droit à la disposition de tous. Il le dit clairement, l'âge ne dissimulait pas la vérité. Un long silence s'ensuivit. André resta assis, les mains jointes sur les genoux, le regard immobile. L'attention de la salle d'audience pesait sur lui, mais il ne céda pas. Derrière lui, des journalistes griffonnaient frénétiquement sur des blocs-notes, certains les yeux écarquillés et la bouche entr'ouverte. Les procureurs échangèrent des regards tendus. Une jurée s'agrippa au bord de son siège. Une autre cligna des yeux à plusieurs reprises, comme si elle essayait de se réveiller d'un rêve. Puis Delmar reprit la parole, cette fois à l'huissier. Il lui ordonna de faire entrer l'avocat James Giles. Des murmures explosèrent à nouveau, cette fois non pas d'incrédulité, mais de reconnaissance. James Giles n'était pas un nom à la légère dans les cercles juridiques. C'était un titan, à la fois craint et respecté. Un avocat de la défense qui avait affronté des politiciens, des chefs de police et même, un jour, un directeur de bureau fédéral. Personne ne savait qu'il avait un lien avec cette affaire. Personne ne savait même qu'il était dans le bâtiment. Mais Delmar, si. Et André aussi. Alors que l'huissier disparaissait par les lourdes portes de chêne, une vague de violence balaya la salle d'audience. Le chaos n'avait pas encore commencé, mais les fondations s'étaient fissurées. L'orage n'arrivait pas. Il était déjà là. Et tout le monde dans la salle d'audience allait être mouillé. James Giles entra comme un coup de tonnerre. L'air changea dès qu'il franchit les portes lambrissées de chêne de la salle d'audience, comme si l'atmosphère elle-même reconnaissait le poids qu'il portait. Il ne dit rien, ne hocha pas la tête, ne scia pas sous la marée d'yeux braqués sur lui. Il marchait simplement, grand, large d'épaules et posé, avec une immobilité qui défiait la tempête qui montait autour de lui. Sa peau luisait sous les néons, aussi sombre que la nuit,
et son costume gris était repassé avec tant d'acuité qu'il semblait pouvoir trancher la tension ambiante. Pas de mallette, pas d'entourage. Seul un homme serrant dans sa main gauche un dossier usé comme s'il tenait le destin du pays. Dès qu'il passa devant la première rangée de gardes armés, des murmures commencèrent à circuler. Certains le reconnurent de la télévision, l'avocat qui avait autrefois intenté un procès contre le ministère de la Défense et gagné. D'autres ne connaissèrent que son nom, mais pas son visage. James Giles ne les remarqua pas. Son pas ne s'arrêta jamais. Chaque pas résonna dans la salle d'audience comme une horloge qui s'apprêtait à rendre des comptes. André Holloway leva les yeux de la barre des témoins, le soulagement illuminant son petit visage comme un rayon de soleil perçant à travers d'épais nuages. Le juge Delmar se pencha légèrement en avant, les jointures crispées sur le banc. L'huissier fit signe à Jill de se diriger vers l'avant, mais l'homme n'avait pas besoin de conseils. Il savait où il allait. Le poids de son dossier était silencieux, pourtant assourdissant pour ceux qui craignirent son contenu. Il atteignit le banc du juge et déposa le dossier avec une douceur irrévocable. La salle semblait retenir son souffle. Delmar l'ouvrit, feuilletant les premières pages. Ses traits restaient illisibles, sculptés par des années de neutralité, mais sa main ralentissait légèrement à chaque page. Il y avait des images, des rapports dactylographiés, des transcriptions de réunions que personne n'avait jamais admis avoir tenues, des noms, des montants, des coordonnées, des dates effacées des registres officiels. Delmar s'arrêta sur une photo, un enfant, pas plus de 9 ans, les yeux meurtris, les mains entravées, horodaté dans un coin. Sous l'image, une signature, March G. Avant qu'ils ne puissent tourner une page, les portes du tribunal s'ouvrirent brusquement derrière eux, faisant sursauter tout le monde. Le son était trop précis pour être accidentel. Une douzaine de personnes entrèrent, leurs bottes claquant sur le sol en marbre. Leurs uniformes étaient variés. Département de la sécurité intérieure, marshals américains, et même quelques-uns en tenue tactique noire sans insigne. C'était une tempête fédérale, rapide et délibérée. À la barre, le sénateur Gerald March marchait à grands pas, la posture fière, la mâchoire serrée. Il se déplaçait avec l'assurance d'un homme habitué à traverser les murs. Ses cheveux poivre et sel étaient peignés à la perfection, et son costume bleu marine sur mesure portait l'insigne doré de la commission judiciaire du Sénat. Les caméras crépitaient furieusement derrière la cloison vitrée. March leva une main et la salle obéit. Il annonça que le tribunal était désormais sous enquête fédérale. Sa voix, polie et performative, résonnait comme lors des audiences télévisées et des meetings de campagne. Il accusa le juge d'abus de pouvoir, invoqua des clauses constitutionnelles et invoqua la sécurité nationale. Il ordonna au juge Delmar de se retirer immédiatement, de renoncer au contrôle de la salle d'audience afin que l'affaire puisse être réexaminée de manière appropriée. Mais Delmar ne broncha pas. Il se leva lentement, posant une main sur le dossier comme pour le protéger des vautours. Son regard plongea dans celui de March qui brûlait depuis longtemps derrière lui. Le juge rappela au sénateur que cette salle d'audience relevait toujours de la juridiction de l'État, que la procédure n'était pas encore terminée et que le témoignage du garçon, protégé par les lois fédérales et étatiques sur les lanceurs d'alerte, était recevable. Sa voix s'éleva, sans s'élever, mais chaque syllabe avait l'autorité d'un marteau. March insista à nouveau, son ton s'assombrissant, laissant entendre qu'un refus d'obtempérer pourrait entraîner la destitution de Delmar. Il se pencha légèrement, lançant une dernière menace onctueuse. Il pourrait lui faire disparaître tout cela, les dossiers, le garçon, tout le cirque. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était le brusque changement de direction dans la galerie. Au fond de la salle, un mouvement frémissant rompit la tension comme une vitre tombée. Un à un, une douzaine d'hommes se levèrent. Pas de fanfare, pas de discours. Juste le silence et la détermination. Chacun portait le même style de manteau qu'André, celui qu'Aaron Holloway avait cousu avec soin et prévoyance. Chacun tenait des carnets identiques, usés par des années de clandestinité, mais désormais brandis comme des bannières. Il fallut un moment à la salle pour comprendre ce qu'ils voyaient. Ce n'étaient pas des militants ou des journalistes.
C'étaient des survivants, ceux qui avaient disparu du système, considérés comme des délinquants, des toxicomanes, des fugueurs. Certains portaient des cicatrices au visage, d'autres portaient les tics nerveux du traumatisme, mais ils se tenaient debout, résolus. James Giles se tourna légèrement, laissant l'instant se dérouler. Il savait ce qui allait suivre, l'avait soigneusement orchestré avec Aaron Holloway et d'autres personnes travaillant en coulisses. Ce procès n'avait jamais concerné qu'un seul garçon. Il s'agissait de tout un système, des réseaux d'abus cachés protégés par le pouvoir, l'argent et le silence. Et maintenant, le silence se brisait. L'un des hommes s'avança, le visage pâle, la mâchoire serrée, le regard vitreux. Il tremblait, mais il sortit de la poche de son manteau une feuille plastifiée. Dessus se trouvaient des copies de formulaires d'admission, prouvant qu'il avait été placé en garde à vue au moment même où 3 autres garçons figurant dans le dossier avaient disparu. Un autre homme sortit une page arrachée d'un journal intime, une page qui correspondait à l'écriture d'une lettre qu'André avait soumise comme preuve. Un par un, les hommes se dirigèrent vers l'allée, formant une ligne, sans quitter des yeux le sénateur March. Le sénateur hésita. Ses lèvres remuèrent, mais aucun mot ne sortit. La force qu'il avait répétée dans sa posture commença à s'estomper sous le poids de tant de regards. Derrière lui, même certains marshals semblaient hésitants. Les caméras continuèrent de flasher. Les flux en direct retentissaient sur les téléphones. L'affaire éclatait. Delmar se rassit, immobile et impassible. Il s'adressa à la salle d'audience d'une voix qui avait trouvé sa résolution. Il déclara que non seulement le procès continuerait, mais que de nouveaux témoignages seraient acceptés. Il ordonna à l'huissier de prendre des copies numériques de tous les nouveaux documents et de les intégrer à la chaîne de preuves en cours. March tenta une nouvelle fois, dénonçant un détournement de l'autorité judiciaire. Mais sa voix s'effilochait. L'un des marshals derrière lui s'avança, écartant subtilement mais résolument le sénateur de l'allée centrale. Les autres agents fédéraux ne le suivirent pas. Ils restèrent aux abords de la salle, comme s'ils réalisaient qu'ils faisaient désormais partie d'un ensemble bien plus vaste que celui qu'on leur avait ordonné de contenir. André resta immobile à la barre des témoins, observant la scène. Il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, pas tout à coup, mais il savait que le monde avait l'impression d'avoir basculé. Ceux qui avaient autrefois disparu dans le silence n'étaient plus des ombres. Ils étaient revenus, et ils parlaient, avec leurs manteaux, leurs carnets, leurs cicatrices, et la vérité. La salle d'audience, pour la première fois depuis des décennies, n'était plus un lieu de contrôle pour les puissants. Elle était devenue une chambre des comptes, et les comptes ne faisaient que commencer. Devant le palais de justice, le bruit s'amplifiait comme une tempête. Les caméramens criaient les uns sur les autres, les cars de reportage bordèrent les rues, et le son des chants pulsait contre les murs du palais comme un second battement de cœur. Des parents serraient de vieilles photos. Certains portaient des bougies. D'autres brandissaient des affiches montrant des visages disparus depuis longtemps, des annuaires scolaires et des rapports de police. Il ne s'agissait pas de simples manifestants, mais des vestiges de familles brisées par un système qui prétendait que leur fils n'avait jamais existé. Parmi eux se trouvaient d'anciens officiers, des hommes et des femmes qui avaient autrefois porté fièrement leurs insignes pour être ensuite écartés lorsqu'ils posaient des questions qui faisaient suer les capitaines et se réfugier les mères derrière des communiqués de presse. Ils n'étaient pas venus seulement pour regarder, mais pour se souvenir. À l'intérieur, la salle d'audience ressemblait à une chambre d'histoire close, scellée par le poids de trop de cris étouffés. La voix du juge Delmar résonna, calme mais inflexible, lorsqu'il ordonna la fermeture des portes. Plus aucun mouvement, plus aucune distraction, plus aucune interférence. Ces paroles n'étaient pas de la mise en scène, c'était un commandement. Les plafonniers bourdonnaient, projetant de pâles halos sur la pièce, comme si le jugement lui-même l'observait. Les doigts d'André tremblaient légèrement lorsqu'il ouvrit le carnet usé,
le même qui avait autrefois voyagé inaperçu dans son sac à dos à travers les couloirs de l'école et les rames de métro. Chaque page qu'il tournait portait le poids du souffle de son père. Alors que sa voix emplissait la pièce, il ne se précipitait pas, il ne jouait pas, il lisait simplement. L'écriture d'Aaron était ferme, même dans la peur. Les notes n'étaient pas désespérées, elles étaient méthodiques. Elles retraçaient des dates de réunion, des relevés financiers, des noms cachés et des coordonnées GPS. Mais plus que cela, elles portaient le chagrin d'Aaron, sa prise de conscience que le système judiciaire auquel il croyait autrefois avait poussé des crocs. Une note était plus profonde que les autres. La voix d'André tremblait lorsqu'il lisait à haute voix la phrase que son père avait écrite à l'encre rouge. Ils ne se contentent pas de cacher des crimes, ils réécrivent l'histoire. Ils effacent des garçons comme le mien, espérant que personne ne remarque leur disparition. Mais je ne les laisserai pas faire, pas tant que je respire. Le silence qui suivit fut plus pesant que n'importe quel coup de marteau. Il semblait même suspendre le temps. À la table de la défense, un procureur junior enfouit son visage dans ses mains. Derrière lui, l'un des jurés pâlit, se redressa brusquement et, à peine arrivé à une corbeille à papier, eut un haut le cœur. Une vague d'émotion, vive et incontrôlable, parcourut la salle. James Giles, d'ordinaire l'incarnation d'une retenue de fer, la sentit se fissurer. L'unique larme qui coula sur sa joue ne fut pas un effondrement, mais une prise de conscience en soi. Il ne l'essuya pas, il la laissa le marquer. Les enregistrements suivirent. La salle se remplit de voix qui s'étaient autrefois exprimées en secret. Un son granuleux de Duval, acceptant des transferts d'établissement, de la sénatrice March balayant les inquiétudes concernant les dossiers manquants, du juge Vance riant lors d'un appel téléphonique concernant la purification du rôle, avant un cycle électoral. Les mots étaient accablants, mais ce furent les noms des garçons, lus un par un, qui transpercèrent l'âme de la salle d'audience. Chaque nom prononcé était une invocation, un souvenir remonté de l'ombre. Quelque chose changea dans la posture des marshals américains entrés en renfort. Leurs mains se baissèrent de leurs étuis. Leurs regards croisèrent la galerie, puis le garçon au centre de tout cela. Lentement, sans ordre, ils reculèrent. Quels que fussent leurs ordres, ils n'avaient plus d'importance. Lorsque le juge Delmar prit enfin le marteau, des heures s'étaient écoulées, même si cela semblait une éternité. Le bruit qui suivit ne fut pas seulement un bang, c'était une rupture. Une déclaration que le silence était rompu, que la complicité avait un prix. Il se leva, la robe lourde d'années, l'échine détendue. En vertu des pouvoirs conférés à cette cour, je délivre par la présente des mandats d'arrêt immédiats contre le capitaine Roy Duval, le sénateur Gerald March et le juge Emerson Vance. La libération sous caution est refusée. La salle d'audience explosa. Les cris s'élevèrent, les gens se précipitèrent. La panique s'empara de lui comme une traînée de poudre. L'accusé tenta de bouger, de protester, de disparaître dans la foule, mais il était trop tard. Des policiers se ruèrent sur lui, non pas des agents fédéraux, mais des adjoints locaux qui avaient grandi avec certains des garçons disparus, qui connaissèrent les histoires chuchotées chez les coiffeurs et dans les couloirs des écoles. Ils n'avaient pas besoin d'être encouragés. André resta assis, immobile. Les larmes dans ses yeux n'étaient pas le signe du triomphe. Elles étaient destinées à ce que l'homme qui n'était pas à ses côtés le voie. Son père avait lutté contre les tempêtes, la paranoïa et la peur, mais il n'avait pas vécu assez longtemps pour voir la vérité éclater. Pourtant, même en son absence, Aaron Holloway était présent dans cette pièce, à chaque page, dans chaque nom, dans chaque garçon qui se tenait debout. Lorsque le juge Delmar se tourna enfin vers André et lui demanda s'il avait autre chose à dire, le garçon baissa de nouveau les yeux vers le carnet, les coins pliés et l'encre légèrement tachée. Il n'eut pas besoin de répéter. Il dit simplement ce qui avait été gravé en lui. « Mon père m'a dit que la vérité triomphe, même quand elle saigne. »